Salut Sébastien. Salut Tristan, peux-tu nous raconter l'histoire de Betsara et comment est née l'histoire de ton entreprise? Alors, nous c'est parti, on est trois potes d'enfance, de maternelle, de Grenoble. Taïn, Teddy que tu as pu rencontrer déjà plusieurs fois, et moi, Tristan. Et Taïn, lui, il est franco-malgache et il est retourné vivre à Madagascar. Et en fait, après la mort de son papa, il a repris contact avec sa famille à Madagascar et il a fait un voyage là-bas. Et, il est tombé amoureux de son pays d'origine, où il est allé une seule fois quand il était petit, il devait avoir 5 ans ou 6 ans si je me souviens bien. On se connaissait déjà à l'époque, je me souviens. Et on lui a suggéré, sa famille là-bas, un de ses oncles, lui a suggéré de se pencher sur le Ravinsara, et comme quoi ils avaient des terres où ils auraient pu cultiver le Ravinsara. Et du coup, il s'est intéressé, il s'est rendu compte que c'était super, on parle de 2008, et qu'il pouvait, lui, il avait des gros problèmes d'angine où il prenait fortement des antibiotiques à gogo, et puis ben, il s'est soigné ses angines avec le Ravinsara. Et du coup, ben voilà, le projet, il rentre en France, il réfléchit au projet, et puis il part, je crois, un an après, créer sa plantation de Ravinsara. Donc ça, on parle de 2008. Et en 2011, il reprend contact avec nous et nous dit: ah les gars, ça serait bien que vous vendiez le Ravinsara de vous directement, blablabla. Euh, Alors nous, autant dire qu'en 2011, on n'était pas du tout au courant de ce que c'était le Ravinsara, on savait pas ce que c'était, on s'intéressait pas encore à la santé naturelle. Voilà, en 2011, on n'avait pas encore, on avait 27 ans, hein, tous, hein, donc voilà. Et puis bah moi je commence à me renseigner. En 2012, il revient en France. Alors là, puisqu'il est président d'une plateforme de producteurs là-bas, où c'est la grosse crise sur le Ravinsara, pour la simple et bonne raison qu'on est post-H1N1. En fait, le Ravinsara a vécu un gros boom 2010-2011, et post-2011, bim, c'est la chute. Le Ravinsara n'est plus... enfin, les lignes de logistique ont fait trop de stock, tout le monde a trop stocké, du coup, les producteurs ne vendent plus de Ravinsara. Donc on a une forte déflation du prix. Si vous voulez, avant la crise H1N1 2007-2008, le Ravinsara se vendait entre 25 et 40 euros le litre. Et il monte à 110 pendant le H1N1, 110 euros le litre, et il tombe à 10 post-H1N1, avec une bonne période de 2 ans où les producteurs, 2 voire 3, où les producteurs ne vendent plus de Ravinsara. Et le prix ne remonte pas. Et du coup, là, il nous pousse en nous disant: j'ai besoin de vous, là, moi je vends plus de Ravinsara, il faut que... Donc là, ça y est, je me penche. En 2013, je vais à Madagascar, je vais étudier le dossier, je ramène du Ravinsara. Tous les spécialistes que je rencontre me disent: Tristan, il faut que tu vendes ce Ravinsara. Nous ne connaissons pas une qualité aussi bonne sur le marché, c'est la première fois que nous voyons une aussi bonne qualité. Euh, donc je suis allé voir des aromathérapeutes, des spécialistes des huiles essentielles, même des magnétiseurs qui m'ont dit, voilà, même un docteur, je me souviens d'un docteur qui m'avait poussé en me disant: oui mais moi vous savez Tristan, monsieur Humbert, pour moi 70% dans le 70% des cas, il faudrait utiliser le Ravinsara plutôt que les antibiotiques, ce qui laisserait les 30% des cas restants à la vraie utilisation des antibiotiques. Et c'est là où je me suis dit: bon bah allez, je fonce. Donc j'ai mis un peu de temps, on a un peu galéré au démarrage, mais on a réussi à faire 2013 premier voyage, 2014 je quitte mon boulot pour monter Betsara, 2015 création de l'entreprise, 2016 première importation certifiée bio, parce qu'on a galéré à avoir la certification bio, enfin ça a pris du temps simplement, qui se déplacent pour qu'ils viennent. Et 2017, première vente. Fin 2017, début 2018, Teddy nous rejoint. Voilà, on est trois dans l'équipe. Et voilà. Et on a toujours derrière l'histoire, enfin voilà,
c'est une belle histoire hein, où on travaille. Taïn a toujours le même ouvrier depuis la création de sa plantation qui s'appelle Mbin. Et voilà, et on essaye de faire tout vivre localement dans le village. Toutes les dépenses se feront dans le village là-bas. Et tout est fait à la main. On n'utilise pas de machine. Au niveau des plantations, de la récolte, on fait énormément de tout ce qui peut être au plus au naturel possible. Le compost, on composte les feuilles post-distillation qu'on étale sur toute la plantation. Voilà. Quels sont les produits principaux que tu proposes à base de Ravinsara? Bah, le produit phare de chez Phare, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Où on a été élu d'ailleurs meilleur produit bio 2019. Haut la main, on est toujours dans le top 10 des meilleures notes de meilleurs produits bio après 7 ans. Et depuis la création du concours, voilà, je crois qu'on est la 8e meilleure note de l'histoire du concours. Alors peut-être que ça va évoluer avec le temps, peut-être qu'on va descendre un peu au niveau du classement, mais c'est un classement qui date quand même. On a été titré fin 2018 pour l'année 2019. Et voilà. Donc super qualité, mais qui après post-Covid a pris un net recul parce que comme je viens de vous raconter l'histoire de H1N1, le Covid il s'est passé exactement la même chose. On vend beaucoup moins d'huile essentielle depuis 2022 on va dire et fin 2021 que 2020-2021. On a survendu du Ravinsara. Et du coup aujourd'hui c'est notre infusion à la feuille de Ravinsara, donc le produit ultra basique. Hein. Donc l'huile essentielle c'est la distillation de la feuille. Et là on vous propose les feuilles en infusion. Et aujourd'hui c'est notre meilleure vente, c'est notre produit le plus phare. Voilà, donc on propose en vrac, en sachet infusette. Et maintenant aussi dans des mélanges d'infusion. On a fait des mélanges avec d'autres plantes. Et voilà. On a aussi l'hydrolat, hein, produit de base, mais qui lui a beaucoup plus de mal à se vendre. Hein. L'hydrolat est beaucoup moins recherché. Et après on a un baume respiratoire. Et là on a deux produits qui sont en train de faire vraiment mouche et on est très surpris. C'est un dentifrice au Ravinsara et un bain de bouche au Ravinsara. Et là on est en train de commencer à faire un sacré carton. Bon, faut savoir que le bain de bouche on l'a travaillé quand même avec un dentiste et on a fait tester une vingtaine de ses clients dessus, de ses patients dessus. Donc voilà, les produits phares. Peux-tu décrire le processus de production de tes huiles essentielles depuis la récolte jusqu'à la mise en bouteille? Voilà, à Madagascar, nous, on fait tout à la main. La récolte se fait à la faucille. Les ouvriers sont pour la récolte, on recrute une vingtaine, voire on a eu des saisons complètement dingues en 2020, on a recruté presque une cinquantaine d'ouvriers pour faire les récoltes. Et tout est fait à la faucille. Alors on a fait des superbes vidéos que vous pouvez les voir sur le site internet. Et donc ils viennent, ils coupent à la faucille les feuilles de Ravinsara. Ils font des gros tas qui vont porter jusqu'à l'usine, le coin de distillation qui est fabriqué pour la période. Là, on laisse sécher pendant 2 jours, on va dire, entre 2 à 3 jours, les feuilles. Et après, on les distille. Alors, qu'est-ce qui veut dire qu'on les distille? On va faire passer de la vapeur d'eau dedans et on va refroidir la vapeur en sortie et on va récupérer ce mélange liquide qui sort. C'est comme une cuisine vapeur, sauf qu'à la fin, c'est pas les légumes que vous recherchez, c'est la vapeur que vous recherchez. D'ailleurs, vous regardez dans une cuisine vapeur, le fond de l'eau au fond, il a changé de couleur. Voilà, c'est ça c'est ce qu'on va chercher, c'est l'essence. Et, voilà. Et du coup, voilà, donc distillation, ils font la distillation au feu de bois. Pareil, là, on a eu un gros travail sur le feu de bois, où tout le bois vient du reboisement. Alors au début, on avait une forêt où Taïn replantait des arbres déjà depuis 15 ans, 16 ans. Et la législation est venue en 2018 ou 2019, je pense que c'était 2019, une nouvelle législation qui forçait tous les producteurs d'huile essentielle à participer au reboisement. Donc en fonction de la quantité d'huile essentielle produite, on devait approuver qu'on plantait tant de bois. Et nous on le faisait déjà depuis 10 ans, mais les productions ont grandi, donc maintenant on passe par des scieries, enfin des scieries de spécialistes en reboisement, voilà. Quand on a besoin d'un surplus de bois que nous ne sommes pas capables de fournir.
Voilà. Tout ça est fait, il nous l'envoie, il nous fait les grosses quantités. Donc pendant la distillation, il produit l'hydrolat et l'huile essentielle, parce que l'hydrolat c'est le reste de la distillation. Et puis aussi il fait les feuilles, il nous fait les feuilles en vrac. Alors les feuilles aussi, il les coupe, il les fait sécher. Là pour les infusions, il les fait sécher à l'envers sur des cordes. Donc on a des locaux, ils tirent des cordes et puis ils en font sécher tac à l'envers à la chaîne. Donc ça il le fait tout au cours de la saison sèche, il en fait au fur et à mesure. On en vend beaucoup, hein. Là, le dernier container il fait 4 tonnes. Au début on était à 200-300 kilos par an, c'était facile. Là 4 tonnes, on a des problèmes de stockage. Voilà. Et il les fait sécher pendant bien... Bon, il les laisse, hein, tant qu'il peut les laisser, il les laisse. Mais pendant bien 2-3 semaines, à l'abri du soleil. Et après, il a des petites mains qui viennent enlever les feuilles de chaque branche et qui viennent nous mettre dans des sacs et nous fait partir donc l'huile essentielle, l'hydrolat et les feuilles en vrac, tout en France, dans des containers alors frigorifiques, hein, parce qu'avec l'hydrolat ça tient pas la chaleur et les containers ça peut monter à 40-50 degrés. Et le premier container qu'on a fait avec des feuilles non frigorifiques, on a jeté un tiers parce qu'elles avaient moisi. Et là, en France, on a monté un petit système. Donc, arrive l'huile essentielle, l'hydrolat et les feuilles. Alors, les feuilles, maintenant, on les fait couper. Au début, on les a vendues entières, mais tout le monde s'est plaint que entières, ça n'infusait pas et qu'il fallait les recouper. Du coup, maintenant, on fait tout couper. J'ai vendu encore il y a 2 ans des feuilles. On a commencé à les couper en 2019. Plus personne ne s'est plaint. Et voilà. Donc on passe par une herboristerie qui fait la coupe des feuilles, une coupe herbo, ce qu'on appelle 1 cm pour le vrac, et puis une coupe infusette beaucoup plus fine, donc de 2 mm pour les infusettes. Et, et là après, pour le conditionnement du vrac, des feuilles vrac, on travaille avec un ESAT, une entreprise de personnes handicapées qui fait la mise en sachet. Donc avant, je le faisais tout moi dans la cuisine. Hein. Enfin, ça a été un long moment. Et l'huile essentielle aussi, la mise en bouteille de l'huile essentielle. On travaille du coup maintenant avec cette ESAT où ils font toute la mise en bouteille, l'étiquetage de l'huile essentielle, de l'hydrolat, des feuilles en vrac. Voilà, on a fait des jolies petites vidéos. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet ou sur la chaîne YouTube ou sur Instagram. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, la chaîne YouTube, je ne l'ai pas mis trop à jour. Et vous pouvez sur la chaîne YouTube, vous trouvez aussi des distillations, notamment une distillation de 2019, sur un gros alambic de 2500 litres, alors que maintenant on n'est plus sur des alambics de 1000 litres, 1000 à 1500 litres. Après, on a les productions, on travaille avec des petits labos pour les compléments alimentaires, pour les cosmétiques, parce que nous, ça, moi, j'ai pas la technicité pour le faire. Et puis, on n'est que 2 hein, dans notre boîte en France. Et par contre, pour les tisanes en sachet infusette, là, on travaille avec tisanerie Le Dauphin à Bulle-et-Baronnie, dans le sud de la Drôme. C'est eux qui nous font la mise en sachet, parce que là, il faut des grosses machines pour faire la mise en sachet. Et voilà. Quels sont les principaux défis que tu rencontres dans la gestion d'une production éthique et durable à Madagascar? Alors je dirais que le problème, il n'est pas dans la production éthique à Madagascar. Le problème, il est dans l'administration à Madagascar. Parce que la production, maintenant, les arbres, nous on les a plantés, c'est des arbres qui peuvent tenir 80 ans. Ils vont bien, si on les taille pas, ils vont être encore mieux. Donc voilà, quand on n'a pas de production à faire, on les laisse grandir et ils aiment bien ça. On fait qu'une seule distillation par an. La grosse problématique qu'on a à Madagascar, c'est qu'on doit avancer les productions. En fait, la trésorerie est très compliquée. Et, à Madagascar, pour emprunter, c'est très cher. Hein. C'est des taux, alors la dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a 5 ans, ça a peut-être augmenté depuis, c'était des taux entre 15 et 18% pour n'importe quel prêt. Donc autant vous dire qu'on n'emprunte pas à Madagascar et que c'est l'entreprise française qui avance les productions à l'entreprise malgache. Et c'est ça la complexité
de l'affaire. Et l'autre complexité, c'est l'administratif à Madagascar, où on a des lenteurs administratives de plusieurs raisons. La première raison, on va dire, sans parler de corruption, c'est l'administrateur qui en branle pas une, hein, et qui peut nous faire poireauter un moment. Et souvent, quand même, ils nous font poireauter parce qu'ils veulent un petit billet. Et ça c'est très problématique. Hein. On arrive des fois sur des délais d'importation de 6 mois, 8 mois, simplement parce qu'il y a des papiers pour qu'ils veuillent bien nous les faire signer. Il a fallu trouver une autre personne qui a bien voulu la signer parce que le premier voulait à tout prix son billet. Et ça, c'est compliqué. Et on a beaucoup de paperasse à Madagascar, bien plus qu'en France, parce qu'on a besoin d'avoir une autorisation de déplacement au sein du pays, puis après une autorisation d'exportation des produits. Et ça, c'est très très long. Voilà. C'est très très long, très compliqué, très très chiant, et c'est ça qui souvent refroidit beaucoup d'exportateurs, c'est que cette paperasse, l'administration malgache, c'est très 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 compliqué. Voilà. Sinon, en termes d'éthique, nous on fonctionne, ce que je disais tout à l'heure, on travaille uniquement avec des ouvriers du village. Alors ça aussi, de temps en temps, il y a des parties un peu complexes, parce que les Malgaches aiment bien tester les limites, donc de temps en temps, Taïn il doit être un peu dur avec tout le monde pour bien prouver pour bien se faire respecter, parce qu'à Madagascar, si on se fait pas respecter, on se fait vite marcher dessus. Du coup, voilà. Mais sinon, non, on a un petit groupe d'ouvriers qui travaillent bien. Taïn fait tous ses achats au sein du village pour les besoins en production. Donc différents types de besoins, que ce soit le bois d'origine de reboisement vient du village, la coupe du bois, les outils sont tous achetés dans le village, la nourriture pour les ouvriers, parce que pendant les distillations, la nourriture est payée, et aussi pendant les récoltes vient du village. Voilà, on essaye. Le truc aussi, une des choses qui est difficile à comprendre pour nous occidentaux, c'est qu'il y a beaucoup de traditions, et donc ça c'est un défi, oui, à maintenir, c'est respecter les traditions. Et les traditions malgaches, on doit toujours aller demander l'autorisation du chef du village, l'autorisation du chef de famille, demander l'autorisation du chef de Fouktan du quartier, avant chaque épisode de récolte, de distillation, d'exportation. C'est des autorisations, on va dire, orales, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Et voilà, mais sinon, non, les difficultés sont pas là-dessus. C'est pas sur l'éthique. L'éthique, une fois qu'on l'a compris, ça, c'est pas trop compliqué. Les difficultés sont vraiment sur l'administration. Et puis la période économique actuelle qui a fait qu'on a quand même eu une baisse de production conséquente, et du coup une baisse de besoin de manœuvre dans le village, et ça c'est compliqué aussi pour les gens du village de l'accepter. Mais bon, actuellement on vend moins, donc on peut plus acheter autant qu'avant, et ça c'est compliqué aussi. Voilà. Mais en termes d'éthique, non, on est toujours sur le respect des traditions, le respect de la nature, hein, on n'a pas bougé d'un iota sur la nature, on a même amélioré nos pratiques en faisant du compostage, on voit nos plants se développer beaucoup mieux, et voilà. Sinon, comment Betsara contribue-t-elle au développement local des communautés malgaches? Ça, c'est en dépensant tout notre argent dans le village, en recrutant uniquement des ouvriers du village, en faisant tout le travail à la main, en respectant les traditions, respectant les remerciements aux ancêtres qui sont faits chaque jour, à chaque épisode de travail, on va dire. Et voilà. On a vu le village se développer énormément sur la période 2020-2021 avec toutes les ventes de Ravinsara, où ils ont récupéré quand même des impôts locaux assez conséquents, ce qui a permis de paver certains
certains endroits du village et surtout de mettre de l'éclairage public qui chargé, chargé à l'énergie solaire la journée. Et du coup, on a une vie sociale qui s'est créée le soir, c'est-à-dire qu'on a 3 bars maintenant ouverts jusqu'à 21h le soir. Et ça a été, c'est une belle découverte. Voilà. J'y suis allé au mois de février et ça m'a plu de voir ça. Alors, on n'est pas les seuls contributeurs, hein. Il y a 90 hectares de Ravinsara dans le village, donc tous les producteurs de Ravinsara ont mis la main à la poche. Ça a été un des avantages du Covid. Aujourd'hui, ces producteurs ne fournissent plus d'impôts parce ça fait 2 ans et demi que toutes les productions de Ravinsara sont à zéro, je pense, sur l'ensemble de Madagascar, étant donné le surstockage qui a eu lieu en 2020 et 2021. Quels sont vos projets futurs pour Betsara? Et envisages-tu de développer de nouveaux produits? Ah, alors là, on vient de sortir, on n'est pas tellement sorti de la crise, donc on a revu à la baisse nos projets. Mais si on devait faire un projet futur, conséquent, ça serait de construire un gros séchoir à Madagascar. Si on avait les moyens, c'est pas des gros moyens, hein, c'est 20 000 euros, mais 20 000 euros quand même. Un gros séchoir et avec le hangar de stockage des feuilles pour chaque exportation. Et de nouveaux produits en vue, ouais, on en a pas mal. Alors on en a sorti beaucoup l'année dernière. On a des idées de nouveaux produits, mais j'ai du mal à en parler parce qu'on ne sait pas ce qui est réalisable encore. Donc on va étoffer encore un peu la gamme d'infusion, ça c'est clair. On va au moins sortir une autre infusion, un autre mélange. On va certainement étoffer aussi notre gamme de compléments alimentaires. On a des idées de shampoing parce que le Ravinsara est antibactérien très bien contre les pellicules. On a des idées, voilà. On a des idées. Pour l'instant, on continue où on en est, avec ce qu'on a. Et quand on aura de nouveau un peu de trésorerie, là, on a un peu baissé la voilure. On a beaucoup baissé la voilure. On va de nouveau se pencher sur des produits là qui sont intéressants. Voilà. As-tu une anecdote ou une histoire inspirante à partager sur l'impact de tes produits ou de ton entreprise? Je crois que justement, là, je reviens, étant revenu il y a quelques mois de Madagascar, c'est le fait. Voilà, Taïn en 2020, en 2021, il me dit Tristan, tu te rends pas compte comment le village a changé. J'étais pas allé depuis 2019. Je suis allé là en février 2024. Je dis bah non, je me rends pas compte. Il me dit bah en fait il a vachement changé. Je viens de dépenser 5 000 euros dans le village. Je dis mais 5 000 euros c'est que dalle. Il fait non, tu te rends pas compte, 5 000 euros dans le village en frais d'outils, de produits et autres, c'est énorme. Et l'année suivante, il me dit bah là il a encore plus changé parce que j'ai dépensé 7 000 euros dans le village. Pour moi, 7 000 euros, ça reste pas grand-chose. Nous, on fait un chiffre d'affaires de 220 000 euros. Lui, Taïn, il fait un chiffre d'affaires d'à peu près 50 000 euros. Et donc, il y a 7 000 euros dans le village en frais, voilà, et sans compter les impôts locaux et autres. Et puis, ben, je viens en février 2024, et là, je vois un village avec des pavés, avec des rues pavées, avec des petits ruisseaux pour que l'eau coule, voilà, des bars qui sont verts jusqu'à, enfin, des petits trucs où on peut se réunir après la tombée de la nuit, parce qu'il faut savoir que jusque-là, le village n'ayant pas d'électricité, tout le monde était couché à la tombée de la nuit, à 19h, 19h30, tout le monde chez soi, et plus de vie de village. Donc là, deux, trois petits bars ouverts, une petite vie sociale qui se crée en soirée. Une baisse grâce à l'électricité, donc grâce à l'éclairage public, une forte baisse de la criminalité dans le village. Parce que les voleurs ne se baladent plus aussi facilement la nuit. Donc voilà, je suis fier que notre projet en fasse partie. Ça, c'est une belle. Je trouve que c'est une belle anecdote
Voilà. Puis je me rendais pas compte comme quoi l'éclairage public peut changer la vie. Voilà, l'éclairage public change la vie d'un village. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont ouverts jusqu'à des heures pas possibles, ils sont ouverts jusqu'à 21h. Mais voilà, il y a petite vie de village. Bientôt y avoir des concerts. Merci pour cette interview. Merci Source Shop, avec qui on travaille quand même depuis, je sais pas si c'est pas fin 2018, à confirmer avec Sébastien. 2018, en tout cas, sur 2019. Et qui est un de nos clients, qui fait bientôt pas faire partie de nos plus vieux clients. Merci Sébastien de nous suivre depuis presque le début au final.